cette nouvelle rencontre un endroit où aller, où ce soir, toujours dans le cadre de notre festival Premier Roman, nous recevons Florent Marché qui a sorti un roman le 19 août chez Stock et qui s'appelle Le Monde du Vivant. Pour l'interroger ce soir, nous avons la joie de recevoir Gaël Mindron de la librairie Livre in Room à Saint-Paul-de-Léon qui est en Bretagne, si je ne me trompe pas. Avant de vous laisser converser ensemble tous les deux, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Florent par mon intermédiaire et je les poserai à la fin de la rencontre. Gaël, Florent, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure, merci. Bonsoir Florent. Je suis tout particulièrement ravie d'échanger ce soir avec vous autour de ce roman que j'ai lu il y a déjà quelques mois, parce que j'ai eu la chance de le lire en avant-première au mois de mai. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Avant qu'on explore un peu plus les différents sujets de ce livre, j'aimerais que vous nous le résumiez en quelques mots assez rapidement. C'est l'histoire d'une famille, les Wangler. Principalement, on va suivre le père, Jérôme, qui est un ancien ingénieur agronome qui a quitté la grande ville pour installer quelques années auparavant toute sa famille dans un petit village du Berry afin de reprendre une exploitation agricole qu'ils ont convertie au bio. Et donc, il a une femme, Marion, qui le suit dans son projet de vie, qui est quelqu'un d'assez assez aimante, assez cultivée, assez drôle, assez détendue, assez cool. Et puis, ils ont deux enfants. Donc, l'autre personnage central, c'est leur fille de 14 ans, Solène, qui, elle, n'a pas du tout supporté le fait de quitter la grande ville pour arriver à la campagne. Elle a même pris un petit peu en détestation son père, et elle associe les odeurs de la ferme à l'odeur de son père. Enfin, tout ça se mélange et confus dans sa tête. Et puis, il y a le petit frère, Gabin. Et donc, sans trop dévoiler, je pense à la faveur d'un accident, en fait, la mère va c'est dès le début du livre, va être immobilisée, va se blesser la main assez grièvement. Et donc là, tout va basculer, puisque dans une ferme, chaque membre de la famille est extrêmement important pour participer un petit peu à toutes les tâches. Et il y avait déjà un équilibre familial et dans le milieu de la ferme qui était déjà précaire, et c'est un petit peu l'été en pleine canicule où tout va se... C'est ça. Ouais. Bon, on va explorer. Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. De toute façon, ce sont toutes ces pistes-là qu'on va explorer ensemble. C'est donc l'histoire d'un retour à la Terre, d'une arrivée à la Terre, donc plus particulièrement, donc, comme vous le disiez, à travers le personnage de Jérôme, qui est vraiment le moteur de cette installation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu plus particulièrement quand même, Jérôme, aller un petit peu plus loin sur son personnage? Jérôme, c'est quelqu'un qui il est assez taiseux. C'est quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul, pour qui l'ascenseur social et l'ascenseur culturel a fonctionné. Il habitait, pareil, en une petite ville de province, et il a fait un petit peu la fierté de ses parents en faisant des études supérieures. Mais il est quand même très socialement complexé. C'est quelqu'un qui se sent rapidement fragilisé, ringardisé. On y reviendra. Mais il y a aussi l'idée que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu découvrir par la suite les adultes tels que je me les représentais quand j'étais môme, mais tels que je les vois encore aujourd'hui. C'est que un adulte pour moi, qui a échoué dans son devenir d'adulte, c'est quelqu'un qui continue, comme quand il était adolescent, à confisquer la vérité, qui ne se remet pas en question. Et il a un petit peu ce côté-là. Il a des moments extrêmement touchants, Jérôme, mais il a quand même ce côté agaçant de ne pas vouloir se remettre en question et de subir inlassablement, en fait, sorte d'héritage, d'atavisme transgénérationnel, parce que c'est pas uniquement, il n'a pas hérité de ses parents, mais aussi de ses grands-parents, arrière-grands-parents. On en parle beaucoup. Il est beaucoup question de ça aussi dans le livre, et de comment il a
hérité de ces névroses, des parents, des névroses familiales, sans jamais les remettre en question, sans jamais faire ce travail d'introspection. Donc C'est ça, en fait, c'est un peu l'histoire de cet homme qui part pour donner un sens à sa vie, à leur vie de famille, s'inscrire dans quelque chose de long, de durable, comme un héritage, comme vous dites. Et en même temps, il y a cette grande colère qui l'anime tout le temps, le fragilise énormément. Oui, mais il a aussi ce qu'il y a dans beaucoup de familles, mais y compris dans les familles les plus modestes, et peut-être surtout dans les familles les plus modestes, il y a aussi ce culte de la pénibilité. Assez judéo-chrétien je souffre donc j'ai raison, et il a vraiment ce truc-là. C'est pas complètement un idéaliste, même si il a des principes de vie et une remise en question de la société qui sont assez forts en lui. C'est quelqu'un qui est quand même assez engagé sur le plan des questions écologiques, hein. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui n'est pas si moderne que ça dans sa façon de voir le monde. Il, il aime penser qu'une vie réussie et bien remplie, c'est une vie où on est débordé constamment, où on souffre, et finalement, il n'est pas si éloigné de ces gens qui fréquentent le monde urbain des grandes entreprises, puisque finalement, il subit un peu la même pression. Quand il disait qu'il voulait partir à la campagne pour aller au grand air, quel grand air, parce que finalement, il asphyxie constamment. C'est un peu ça le paradoxe. On le voit comme un métier au grand air, et c'est vrai que d'ailleurs, ce métier, il est peut-être plus du tout la façon de le pratiquer, il est peut-être plus en accord du tout avec le monde dans lequel on vit. C'est ça, en fait, on les rencontre au début d'un été. La temporalité, en fait, elle est très importante dans votre roman, parce que justement, quand vous parlez du travail, c'est bien sûr la saison où tout se bouscule, où il y a tant à faire. On est à la veille d'événements très importants pour toute cette famille. D'ailleurs, du coup, on va parler de Solène juste après. Je trouve qu'il se passe plusieurs drames, en fait, dans votre roman. Enfin, c'est pour continuer sur ce que vous disiez. Plusieurs drames en parallèle, l'adolescence avec ses affres, donc on va revenir sur ça avec Solène après, cette canicule qui les écrase, et puis autour de lui, tous ces agriculteurs qui sont acculés, cette bataille constante entre le bio et le conventionnel, et c'est là bien sûr que l'accident de Marion arrive. Je trouvais que vous faisiez une description vraiment très très forte de la vie difficile en fait des travailleurs de la terre, quoi. Oui, enfin, ça, je le tiens beaucoup de mon héritage familial, peut-être. Je pense que c'est important de préciser, j'avais des grands-parents qui étaient métayers. Mon grand-père n'a pas pu reprendre la ferme dans laquelle il travaillait, elle a été vendue, et pour la petite histoire, il n'a pas pu reprendre l'exploitation, mais il est devenu ouvrier dans une usine qui fabriquait des machines agricoles. Voilà, parce que le plan Marshall s'était mis en place à l'époque. Ce pourquoi il perdait tout ce qu'il aimait, c'était pour encore mieux les servir. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu mes grands-parents, lorsque j'ai moi-même commencé à ne pas avoir un métier sérieux, je ne voulais surtout pas, c'était en voyant mes grands-parents comme ça bosser comme des fous, et où l'épanouissement n'était pas du tout au cœur de leur activité, jamais, ça n'existait pas, c'était même extrêmement critiqué et critiquable. Moi, ma grand-mère avait toujours cette phrase lorsque j'ai commencé à faire mes premiers concerts, je commençais à faire de la musique et à en vivre, hein. Donc ça commençait à être un vrai métier. Elle me disait souvent, c'est ça, va t'amuser, moi j'aimerais bien aussi m'amuser, mais j'ai du travail. Ce qui était très, très violent au départ à recevoir pour moi, parce que j'avais l'impression que je servais à rien. Et ce
ce qui est important, évidemment, pour tous ces métiers que sont les métiers agricoles, c'est qu'on sert à quelque chose, vraiment. Ça a du sens jusqu'à présent, parce on nourrit les gens. On est là pour quelque chose. Donc, mais c'est toujours lié à une forte pénibilité, parce que c'est vrai que, de toute façon, la vie à la ferme, ça peut rapidement se transformer en espèce de secte laborieuse. Ça peut être quelque chose d'extrêmement violent, on n'a jamais de vacances, on est constamment préoccupé par la météo aussi, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, mais on le voit bien, il suffit parfois d'une journée de gel pour que tous les efforts soient anéantis en l'espace de quelques heures. C'est extrêmement violent. Violent, c'est sûr. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on prend l'exemple actuellement de ce qui est violent pour tous les artistes qui ont beaucoup travaillé avec l'arrivée du Covid, de devoir des heures et des journées entières de travail anéanties parce qu'il n'y a pas de concert. Les agriculteurs, malheureusement aussi, le vivent. On cette épée de Damoclès avec la météo. Donc c'est vrai que j'avais envie de parler de ça parce que j'ai beaucoup été en contact avec mes grands-parents. On allait le soir aussi, ils avaient des moutons, on allait nourrir les moutons, et puis j'observais ces gestes et le plaisir qu'ils avaient à souffrir dans le travail. Et j'ai dû, moi, faire ce travail d'introspection pour pas reproduire ce schéma, même si ça arrive encore aujourd'hui. C'est ce qui donne aussi toute la force de votre roman, c'est cette justesse en fait qui est en aucun cas caricaturale. C'est toujours ça me semble toujours très très juste en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de tout le temps aussi chercher un coupable. Chercher un coupable, c'est la première chose qui va être utile si on ne veut pas se remettre en question. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est Jérôme, le père, il est constamment non. Et il s'en sort pas. Il est pas super épanoui, même s'il a quand même fait une rencontre assez incroyable, qui est sa femme, Marion, qui peut-être que si lui était enfin, en tout cas, ils n'ont pas su, ils n'arrivent pas tous les deux à faire en sorte que lui puisse véritablement changer. Il se retient plus qu'il ne change, en fait. Oui, puis qu'il tire du plaisir, en fait, de cette réussite, finalement, parce que quand même, dire ce travail est difficile, mais il y arrive, même si ça ne s'arrête jamais, parce que ce genre de travail ne s'arrête jamais, mais il n'arrive pas du tout à prendre ce petit pas de côté pour observer ça. En tout cas, parce que le temps passe super vite, on va continuer un petit peu. Et du coup, pour parler de Solène, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Solène quand même dans cet entretien, c'est le deuxième grand personnage, mais elle est presque éludée par ce qu'elle est, c'est-à-dire une adolescente. C'est presque l'adolescence qui est aussi le deuxième grand personnage de ce roman. Elle a 14 ans, elle va passer son brevet. On est aussi donc à la veille de potentiels gros changements dans sa vie. Elle grandit. Elle est très en colère après son père, après la vie qu'il leur impose. Vous décrivez vraiment aussi avec excellence ce moment d'adolescence. Alors, c'était une chose assez évidente pour moi de parler de l'adolescence. J'ai commencé à écrire vraiment sans savoir ce que j'allais raconter. L'histoire, je l'ai déroulée au fur et à mesure, et j'ai écrit ces premières pages. Quand j'écris, je pars toujours des lieux. C'est pas que j'ai pas de plan, j'ai pas d'histoire en tête. En revanche, je sais exactement où je veux aller, dans quel lieu, et aussi la météo qui est toujours assez présente. Ça guide vraiment mon écriture. Et c'est vrai que j'ai tout de suite vu une adolescente parce que je ne sais pas, j'avais pas du tout envie de me mettre dans la peau d'un jeune adolescent, peut-être parce que d'une part, moi j'ai détesté mon adolescence, j'ai détesté les garçons, ce qu'ils étaient, surtout pendant l'adolescence. Je pense qu'ils sont même pires que les filles. C'est une période qui est aussi fascinante, hein, parce que tout est exacerbé, parce que
on parlait du père qui confisquait sans cesse la vérité. Les adolescents sont comme ça. Ils ont un peu un sentiment de surpuissance et en même temps, paradoxalement, un grand complexe d'infériorité. Euh, donc ça, moi, ça m'intéressait aussi chez Solène. Et puis, au fond, si on regarde bien, je trouve que les adolescents sont en général vraiment le reflet de leurs parents. Ils ne s'en rendent même pas compte. Si on leur disait ça, ils hurleraient. Mais c'est juste certains travers, même parfois des parents, qui sont exacerbés, décuplés. Ça donne des individus parfois infréquentables. Attention, il y a des ados super. Hein. Mais c'est sans doute ça qui rend la relation si violente entre Solène et son père. C'est cette espèce de miroir, en fait, finalement inversé. De miroir, et elle, évidemment, les deux ne s'en rendent pas compte, en fait, c'est ça. Et ils n'arrivent pas à communiquer alors qu'ils utilisent les mêmes outils névrotiques. Oui, c'est ça. Du coup, comment arrive à la ferme, après l'accident de Marion, une personne qui est censée leur amener un petit peu d'air, censée rendre un peu plus léger cet été qui s'annonce un peu difficile. C'est donc Théo. Théo, il est woofer, c'est ça? Ouais. Voilà. Est-ce que... Pas du tout. Pardon? Est-ce qu'on explique peut-être ce que c'est que le... Oui, carrément, allez-y. Ouais, non, je dis ça parce que c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas ce... Ne connaissent pas, non, allez-y, bien sûr. Qui est très très particulier, puisque même si les woofers, pour faire très très simple, un woofer, c'est une sorte d'ouvrier bénévole qui vient prêter main forte dans une ferme bio contre le gîte et couvert. Ça existe depuis les années, je crois, début 70, et ça permet à plein de jeunes dans le monde entier, parce qu'il y a du woofing dans le monde entier, en Chine, en Amérique du Sud, ça permet aussi aux jeunes de faire des tours du monde, un petit peu comme ça, sans avoir beaucoup de moyens. Et donc c'est quelque chose d'assez courant. D'ailleurs, étonnamment, là, c'est pas le cas pour le personnage de Théo, mais il y a plein de jeunes qui font du woofing sans aucune conviction écolo. Hein. C'est pas forcément, c'est aussi un moyen de voyager. Et là, en l'occurrence, oui, c'est pas le cas, parce que lui, il a un regard extérieur, et finalement, c'est par lui finalement que la fissure va se dessiner, que toutes les certitudes, les convictions de Jérôme vont complètement s'effondrer. Oui. Théo, c'est un facteur de doute. Là, pour aussi parce que lui a encore plus de certitude que le père, en tout cas largement autant. Il est beaucoup plus radical, même si au départ il va séduire quand même la famille, parce que le père a enfin quelqu'un, à part évidemment sa femme, mais quelqu'un qui parlait, puisque dans le village, c'est les relations avec les voisins, avec les agriculteurs, qui sont la plupart des agriculteurs conventionnels, c'est quelque chose d'assez tendu, de pas évident. Il est beaucoup moqué, regardé de travers, comme celui qui fait n'importe quoi et qui a pas compris, qui s'improvise agriculteur, en fait. Il a beaucoup de mal avec ça. Et puis tout d'un coup, il rencontre ce jeune Théo. D'ailleurs, c'est presque lui qui va le choisir, enfin avec sa femme, mais en regardant sa lettre de motivation, il va le trouver incroyable. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a une vraie expérience de terrain, et puis des vraies convictions écologiques, et puis voilà, qui est tellement engagé que le père se dit qu'il va enfin trouver un allié, et c'est pas, sans trop dévoiler, mais c'est pas vraiment ça qui va se passer. Et c'est vrai que le fait que le père petit à petit se sente un peu ringardisé va faire que l'équilibre précaire déjà de la famille va vraiment être mis à mal à ce moment-là. En tout cas, dès le début, l'ambiance est posée, la canicule, cette crise d'adolescence, l'accident de Marion, l'arrivée de Théo, qu'on sent très vite on sent bien que cet été va être compliqué pour toute cette famille. Oui, et puis surtout quand il fait très très chaud. Moi, j'aimais bien l'idée qu'il fasse chaud. Alors d'une part parce que l'été, c'est le moment où dans une ferme il y a plus de travail, évidemment, mais ce n'est pas que ça ma motivation. Il y avait l'aspect
la végétation évidemment foisonnante qui me plaît toujours, mais il y avait aussi l'immobilisme, parce que c'est pas essentiellement l'immobilisme des cultures, des modes des pensées, c'est aussi l'immobilisme des corps où on a du mal à, voilà, du mal à agir avec la chair. Donc cette idée-là me plaisait aussi. J'avais envie de vous poser des petites questions par rapport à votre parcours, enfin le cheminement vers l'écriture. J'ai surtout vu, du coup, en exergue de votre roman que vous indiquez, enfin vous y mettez une citation de Rachel Carson, tirée du Printemps silencieux. Et bon, j'imagine que c'est pas par hasard. Est-ce que vous auriez envie de nous la présenter, nous expliquer, voilà, pourquoi cet engagement dès le départ? Ouais, c'est une des pionnières du militantisme écologique. Alors, son bouquin n'est pas si évident que ça, parce que c'est vrai que, mine de rien, tous les livres qui traitent de ces problématiques-là sont pas si évidents, je trouve, mais ça donne un regard assez étonnamment assez neuf sur la façon de voir notre avenir, alors que le livre a été écrit dans les années 70. Oui. Et j'ai été en même temps fasciné, c'est peut-être pour ça que je mets cette phrase en Herzeg. Oh là là, j'arrive pas à prononcer. Exergue, pas de problème. De voir à quel point il y avait du romanesque dedans. D'accord. Enfin, du romanesque. Un romanesque plutôt très inquiétant. Oui, bien sûr. Et puis forcément anxiogène. Mais c'est vrai que l'avenir de la planète, on a tendance à pas percevoir ça comme une réalité tangible, comme quelque chose plutôt qui est un plus ou moins bon scénario de film d'anticipation. Et moi, je pense que mon roman, il n'est pas moderne, et c'est triste à dire, mais il aurait pu être écrit il y a 30 ans. Voilà. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de mettre une citation de quelqu'un qui dénonçait déjà ces problématiques-là dans les années 70. Ok. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous n'êtes pas, enfin c'est votre premier roman, vous n'êtes pas qu'écrivain, du coup, vous êtes un artiste à multiples facettes. Je pense que l'arrière-plan nous met pas mal sur la voie. C'est ça. Comment choisit-on un sujet si engagé en fait pour un premier roman? D'où est venu tout ça, oui. Ça vient de mes centres d'intérêt, en fait. C'est vrai que déjà dans mes lectures, j'ai pu être fasciné par des gens comme Annie Ernaux, mais ou Laura Kashishki, qui traitent aussi des gens aussi de la France d'en bas, comme on dit. Ça m'a toujours parce que j'avais ce sentiment aussi de venir de là et d'en souffrir. Je trouve que on parle constamment d'ascenseur social, mais rarement d'ailleurs d'ascenseur culturel. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'à un moment donné on accède à un monde de l'ordre de la culture qu'on se sent à sa place. Et c'est ce dont parle d'ailleurs très bien Hérimont aussi. Moi, je me suis rendu compte, c'était même presque inconsciemment, que dans toutes mes chansons, ça ne parlait presque que de ça. Et de ma façon aussi de regarder le monde, c'est vrai que les sujets, à chaque fois, ils sont soit sociologiques, soit assez ancrés dans la politique, ces problématiques. Je sais plus dans quel film, je crois que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, ou je sais plus quel personnage, et à un moment donné, tout est politique. Mais c'est vrai que j'aime avoir aborder les histoires par cet angle-là. En tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que l'écologie, et puis c'est quelque chose que j'avais abordé sur mon dernier album, Bambi Galaxy, qui était
où voilà, je me projetais en 2040. Donc c'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur. Mais c'est venu en... Je ne vais pas dire que l'aspect euh, de la politique écologique est en toile de fond dans le livre, mais presque. C'est-à-dire que le livre, il est parti d'un manque, c'est celui de ma campagne, dans laquelle je n'habite plus et qui me manque énormément. J'avais envie de raconter cette campagne. C'est une façon d'y être un petit peu, que de l'aborder sous l'angle un peu impressionniste comme ça. C'était quelque chose d'important pour moi de me retrouver à ma table d'écriture chaque jour et de me dire bah, aujourd'hui je vais aller sur tel lieu et puis en tout cas je vais emmener mes personnages dans ce lieu-là. Ça pour moi c'était important, mais forcément ces personnages ils vivent aujourd'hui avec des problématiques d'aujourd'hui et les questionnements d'aujourd'hui que moi je peux avoir dans ma vie. Je suis fasciné par les gens qui savent brillamment exposer les problématiques de notre monde. J'en suis extrêmement incapable et j'ai l'impression que j'arrive à m'exprimer à travers ces sujets-là que seul à une table d'écriture ou en musique. Mais ce sont des choses qui m'animent constamment. Je me suis aperçu en écrivant le livre que de toute façon j'avais déjà commencé bien en amont de l'écriture du livre à réunir des tas de documents parce que ça, comme en fait j'ai très peu de mémoire, ce qui fait que je collecte beaucoup. Ça a commencé par découper des articles de journaux, puis maintenant c'est vrai aussi j'ai plein de dossiers sur mon ordinateur avec des thématiques. Et donc voilà, c'est des choses qui viennent me nourrir constamment, mais je le fais juste pour cette sorte d'intérêt de citoyen, en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après, quand on se met à écrire, c'est des choses qui... Ben, ça passe par ce filtre de la vie courante, en fait. Hein. Et, donc, c'est vrai que mes personnages, je leur fais dire des choses que je pense, mais aussi des choses que je ne pense pas. Des choses qui m'agacent aussi. Donc c'est un petit peu, c'est ça qui est magique aussi, qui est agréable dans l'écriture. Ouais. Bon, en tout cas, vous faites, vous nous amenez. J'ai trouvé très très fort votre façon de nous amener dans cette campagne par la petite porte, sur cette scène d'ouverture qui donne bien le ton déjà, mais on y est, pas une seconde. On a envie de juger ces gens qui clairement se font malheureusement un petit peu débordés par leur quotidien, par la beauté de ce travail, mais qui devient rude, dur, âpre, surtout quand on perd, quand on peut perdre un confrère ou que le temps, le temps joue contre nous. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps encore, parce que j'ai 1000 questions, mais je crois que... Pardon. Merci d'avoir vu ça, le fait que moi je tiens beaucoup à défendre tous mes personnages, y compris ceux qu'on pourrait juger très sévèrement. Que vivre dans le milieu rural, à la campagne, c'est avant tout vivre avec des gens très différents. Sinon, on ne peut pas se donner des coups de main et on peut pas ce qui est très différent des grandes villes où il y a des quartiers riches de droite, des quartiers riches de gauche, des quartiers populaires, des quartiers... Il n'y a pas ça à la campagne et j'avais envie de traduire vraiment ça, de défendre tous mes personnages, comme on le fait aussi dans une famille. Bon, parfois on se fâche dans une famille, mais il y a aussi tel oncle un peu con qu'on va détester, mais n'empêche qu'on passe Noël avec lui, et puis on arrive quand même malgré tout, il y a d'autres liens que des idées un peu nauséabondes qu'il pourrait avoir, et il y a une façon aussi d'échanger. Oui, et puis il y a tous ces personnages dont on ne vous a pas parlé parce qu'il faut laisser une part de mystère, mais qui sont aussi très attachants quand même. Alors, je vais revenir, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Juste dire qu'on a eu un petit souci technique sur la bascule Facebook, donc il va manquer un petit bout, mais ne vous inquiétez pas, à 20h15, on vous remet l'intégralité de la vidéo du débat. Comme ça, vous aurez tout. Moi, j'ai des questions qui sont arrivées, et il y en a une qui vient juste de rebondir
sur ce que vous venez de dire, justement, d'où viennent les personnages. Parce que, pourquoi maintenant, vous avez eu envie d'écrire ce roman? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de déclencheur qui fait qu'il fallait l'écrire tout de suite? L'autorisation, le courage, des tas de choses. En fait, ça fait plus de 10 ans que j'éprouve ce profond, voilà, ce désir d'écrire un roman, en tout cas d'aller vers de l'écriture au long cours. C'est pas forcément un roman, mais j'écris des nouvelles depuis longtemps. Dans mes albums, il y a toujours un moment donné où il y a 8 minutes de texte parlé. Et puis, mes écrits aussi avec Arnaud Catherine, où on a écrit quand même 2 volets de Frères Animal. Tout ça fait que j'ai un rapport de toute façon avec l'écriture qui est pas avec l'écriture romanesque qui est pas nouveau en fait. Même dans mes chansons, ce sont des albums concept, enfin, je sais pas comment on va appeler ça, mais des albums romans. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. On m'a proposé plein de projets qui étaient fabuleux, comme faire des musiques de films, ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai pu faire plein de spectacles, travailler aussi avec plein d'écrivains, monter sur scène avec eux, récemment Nicolas Mathieu, mais Serge Joncourt, Lara Kachichki dont je parlais tout à l'heure. Et puis en fait, tout ça fait que j'ai mis un peu de côté ce grand projet. Il y a plein de gens qui ont des grands projets de se dire tiens, un jour il faudrait que je fasse un roman. Moi j'avais envie de faire des romans parce que j'en ai tout le temps plein en tête, j'ai commencé plein de choses. Et puis j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps qu'il fallait que je le fasse maintenant, parce que si je le fais à 70 ans et que je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît énormément, ben je regretterais de ne pas l'avoir commencé avant. Et même là, je regrette de ne pas l'avoir commencé avant, le fait d'en avoir écrit un, puisque le deuxième est déjà en route. Bonne nouvelle. Mais il faut savoir que c'est des sacrifices. J'ai dû renoncer à certains projets. J'ai d'ailleurs renoncé à enregistrer tout de suite mon prochain album pour me mettre vraiment à l'écriture, où j'ai volé du temps. Voilà, j'ai passé 2 étés avec ma famille où j'écrivais presque toute la journée, puis j'avais quelques moments où j'étais avec eux. C'était pas forcément mais c'était un besoin, c'était vital, j'en avais vraiment besoin. Après, il y avait cette peur aussi de se dire, si on prend autant de temps qu'on ne donne pas aux gens qu'on aime juste pour écrire, pour sa petite affaire personnelle qui est certes importante, mais bon, et qu'on se rend compte à la fin qu'on s'est trompé, que ça donne pas un roman satisfaisant, ou qu'on ne trouve pas d'éditeur, par exemple, c'est prendre quand même un risque de se dire tout ce temps passé, et peut-être qu'à un moment donné, c'était plus fort que tout. Et je me suis dit, je suis prêt à prendre ce risque-là, et si jamais je ne trouve pas ça bien, eh bien, au moins, je n'aurai pas à regretter. Il fallait que je tente ça, voilà. Aussi parce que Corinne oui, l'écriture de chansons, je ne vais pas dire que ça m'ennuyait, mais j'avais moins de désir à ce moment-là pour l'écriture de chansons. Et j'ai senti que c'était le bon moment aussi. J'avais beaucoup de désir d'écriture, mais moins de chansons. Alors justement, Corinne pose la question suivante. D'un point de vue de création, quel est le plus difficile, la création musicale ou la création littéraire? Il y a des difficultés partout, et puis des moments de plaisir partout, c'est pas les mêmes. Quand je crée des mélodies, ce que je fais un petit peu tous les jours, ça va assez vite. Mine de rien, il faut faire des choix parfois de mélodies, surtout quand je travaille pour les musiques de films. Les arrangements prennent plus de temps. Enfin, le fait d'écrire pour tous les instruments, ça prend parfois un peu plus de temps. Mais en fait, c'est pas ça le fond du problème. On va dire que l'écriture, pour l'écriture d'un roman, la satisfaction, elle est assez immédiate. Quand on se met à sa table d'écriture, moi, j'écrivais sans trop en me laissant complètement porter par mes personnages, par les lieux, et j'étais bien, je trouvais ça assez confortable, parce qu'il n'y avait pas toutes ces contraintes de versification, de sonorité, de mélodie, etc. On va dire que les contraintes, elles viennent après, pour traquer les incohérences,
pour se dire que tel paragraphe, c'est un ventre mou et il faut l'enlever, etc. C'est plus ce travail-là que j'ai eu à faire assez rapidement d'ailleurs, pour trouver des cohérences sur les personnages, puisque j'y allais sans plan, sans rien. Donc ça, c'est un moment qui est plus difficile, qui est plus douloureux, alors qu'en chanson, c'est l'inverse. La douleur, elle vient tout de suite. Enfin, en tout cas pour moi, quand je me mets à écrire, souvent c'est parce que j'ai une idée de thématique, mais parfois je peux m'acharner pendant des jours sur 4 phrases en me disant mais c'est fou que ça prenne autant de temps. Et quand les choses prennent forme et qu'il ne reste plus que quelques mots à mettre sur la chanson, c'est un bonheur qui est immense, de grand soulagement comme ça. Il y a autant de différences entre l'écriture de chansons et le roman que le 100 mètres et le marathon, c'est pas la même chose. Mais tous les deux, et y compris la composition, ça me donne beaucoup de satisfaction quand même. Enfin, sinon on ne le ferait pas, on n'est pas masochiste. Enfin, moi, je sais que créer, c'est quelque chose de souvent douloureux, mais ce que je vais pouvoir en recueillir après, enfin, c'est quand même énorme. Moi, ça donne beaucoup de sens à ma vie. C'est comme quand on a des enfants, on élève des enfants. Enfin, c'est un peu pareil. Il y a ce truc il y a quelque chose de très très fort. On a tellement l'impression d'être dans une société qui est en perte de sens. Ça en a sacrément, mais c'est comme défendre des œuvres. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est quelque chose, ça donne du sens, en fait. Et puis. Alors, justement. Oui. Oui, finissez, pardon. Non, je dis accessoirement, pour moi, l'écriture, c'est une façon d'aller à ma rencontre et puis à la rencontre des autres. Ça paraît banal de dire ça comme ça, mais j'ai réussi à comprendre beaucoup de choses sur moi en écrivant. Et alors, là où la psychanalyse, et je ne la critique pas, mais a totalement échoué. Voilà. C'est intéressant. Alors justement, est-ce que le fait d'être musicien, ça vous a aidé à entendre le rythme de votre texte? Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être musicien. Je ne crois pas forcément ces histoires on est musicien, donc on arrive à avoir la sonorité des mots et tout. Je pense que c'est plus le fait de régulièrement dire des textes à haute voix ou de les mettre en musique qui forcément aide. J'ai mis beaucoup d'auteurs en musique et régulièrement, quand je livre des romans qui vont me bouleverser, j'ai qu'une envie, c'est de les mettre en musique. Je me souviens d'avoir lu, par exemple, Laura Kashishki, Suspicious River, et il y avait des passages entiers où je disais, ça, j'ai envie de me mettre à la guitare ou au piano et de le dire en même temps. C'est quelque chose qui est venu très très tôt, dès le début de mon premier album en 2004. Je faisais déjà ça sur scène, de dire des textes de romans sur scène en plein milieu d'un concert, en fait. Donc, j'ai cette habitude-là, qui est pour moi importante, et puis j'avais cette habitude un peu aussi pénible lors des dîners avec des amis. En fin de dîner, j'aime bien, je mets tout le temps plein de marque-pages sur mes bouquins avec des extraits, et je veux les lire à haute voix, je veux le partager, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est pas toujours agréable pour mes amis, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc porter les textes à haute voix, même s'ils n'ont pas été forcément écrits pour. Après, lorsque j'écris le roman, j'ai besoin, avant de valider, on va dire, un chapitre, de le dire à haute voix, plusieurs fois. J'ai fait ça à chaque fois. J'ai dû le lire des dizaines de fois à haute voix. Alors, il y a une question qui revient. C'est comment avez-vous fait pour vous mettre dans la peau d'une jeune fille de 13 ans? Parce que c'est particulièrement difficile. Eh ben, je ne sais pas. Non, mais déjà, on fait appel beaucoup à ses souvenirs. Il se trouve que pendant l'adolescence, j'ai eu aussi la chance
de parler beaucoup avec des jeunes filles en fait de mon âge, mais de parler de manière sans gêne et sans filtre comme ça, qu'on se raconte nos impressions d'adolescents. J'aimais bien à la fois être le confident et me confier quand j'étais adolescent. Et j'avais des amis filles aussi avec qui j'avais ça de manière assez forte en fait, et qui pour moi était je trouvais ça presque plus fort d'échanger avec une fille qu'avec un garçon, parce qu'on vit des choses quand même très différentes, y compris pendant l'adolescence. Et donc c'est venu assez naturellement, aussi parce que, encore une fois, j'ai une vision du garçon adolescent qui n'est pas forcément très positive. Oui, j'ai cru comprendre tout à l'heure quand vous en avez parlé. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez... Ouais, que d'écrire ce premier roman était prendre un risque. Est-ce que ce risque était le bon, finalement? Est-ce que vous pensez que vous avez pris la bonne décision? Ah ben, Est-ce que vous avez bien fait de prendre? Bah oui, puisque le livre existe et que je l'ai pas renié. Donc oui, je crois que j'ai bien fait. Après, il y a des gens qui vont l'aimer, d'autres qui vont pas l'aimer, ça c'est normal. Mais ce qui compte pour moi, j'ai eu une réaction un peu qui a pu me surprendre à la fin de l'écriture du livre. J'ai dit à mon entourage, à mes amis proches, que finalement je voulais pas l'envoyer aux éditeurs. C'était une réaction de protection. Et je l'ai pas vu comme ça parce que j'étais convaincu quand j'ai dit ça. J'ai dit non, en fait, il y avait une partie de vrai, c'est que le simple fait d'avoir fait cette trajectoire-là, d'avoir écrit ce livre, d'être en compagnie constamment de mes personnages, qui sont des morceaux de moi, ça m'avait suffi pour essayer de me comprendre, pour comprendre ce que j'aime, ce qui m'entoure et le monde qui m'entoure. C'était un parcours qui m'avait fait du bien. Et rien que pour ça, le livre pourrait très bien ne pas sortir. Et aujourd'hui, je découvre autre chose lorsque je fais des festivals littéraires. J'ai fait une lecture musicale aussi, voilà, où je porte sur scène des extraits du roman. Et après, il y a encore quelques rencontres possibles avec des plexiglas et des choses, voilà. Et je me rends compte qu'un livre, ça sert à échanger, y compris avec des gens qui habitent des régions différentes, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas forcément le même parcours, et puis de se rejoindre sur plein de points, des points sur l'adolescence, mais sur les préoccupations environnementales, et tout ça, ça fait un bien fou en fait. C'est presque une façon de se faire des nouveaux amis, j'allais dire, mais il y a ce côté-là. La lecture, c'est ça aussi, c'est trouver des amis, trouver de la chaleur humaine, c'est échanger. Quand on a ça avec la musique, alors on peut très bien échanger de la musique avec des gens qui ne parlent pas la même langue. Ça aussi, c'est une grande force. Mais j'ai toujours apprécié ça, le fait de dire, ben moi, j'ai été marqué par tel roman, par exemple, et puis de rencontrer des gens qui sont très très différents, qui vont avoir 30 ans de plus que vous, et qui vont dire, bah, moi aussi, alors pour aussi des raisons différentes, mais tout de suite, ça crée un lien social qui est très fort. Et pour moi, la lecture, c'est aussi ça, puisque personne ne lira jamais le même livre. C'est impossible, puisque chacun se fait son décor mental. Donc on a tous lu un livre différent. Mais il y a quand même ces trucs-là qui nous rapprochent et qui sont extrêmement importants. Donc oui, je regrette pas, même si c'est 10 personnes. Pardon ? Nous non plus, on ne regrette pas. Nous non plus, on ne regrette pas que vous l'ayez écrit, parce que je rejoins Gaëlle. Je trouve que votre livre, il y a de très beaux portraits. C'est un très bel hommage au monde paysan et à la terre. C'est vraiment aussi, l'écriture est très visuelle. On passe un agréable moment. Donc merci de l'avoir écrit. Merci de faire partie de ces gens qui prennent le risque d'écrire des premiers romans. Je trouve que cette année, les premiers romans sont très bons. Le vôtre en fait partie. Donc merci pour ça. Merci pour cette belle conclusion, parce que là, on va être pris un peu par le temps. Donc avant de conclure, je voudrais dire qu'il faut aller acheter le livre de Florent Marchais qui s'appelle Le Monde du
vivant qui est sorti chez Stock en août. Vous pouvez aller chez Gaël Mendron à la librairie Livre in Room à Saint-Paul-de-Léon en Bretagne ou dans toutes les librairies de France, la plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi aller sur notre page de la rencontre de Florent où vous avez un petit bouton que vous pouvez cliquer, vous pouvez acheter le livre en ligne chez le libraire le plus proche de chez vous ou en version numérique. Merci beaucoup en tout cas Florent d'avoir pris le temps, parce que je sais que vous êtes en enregistrement, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, d'évoquer votre écriture, votre parcours, votre roman avec Gaël. Merci Gaël d'avoir été là aussi, d'avoir posé toutes ces belles questions. Florent, le mot de la fin et après malheureusement on va devoir se quitter. Oh là là, je suis très mauvais pour le mot de la fin, mais non, merci de permettre ces échanges-là et dans une période qui est pas évidente, justement, pour se rassembler. Et puis, moi, je dis souvent, j'ai une phrase de Jean Carmé que j'aime beaucoup, qui dit le vin, ça fait du bien aux joues, parce que ça rapproche, ça rassemble. Et je pense un peu la même chose des livres, voilà, qui m'animent et de la musique aussi. Je trouve tant que ça fait du bien aux joues, tant que ça nous élève, tant que ça nous rassemble et nous rend un peu plus humaniste, et ben ouais, je suis partant. Parfait. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les amis lecteurs. Ça sera à 19h avec Anne de Rochas pour son livre La femme qui reste, qui est sorti aux Escales. C'est toujours un premier roman, puisque nous sommes dans ce festival, premier roman. Gaëlle, merci beaucoup. Florent, bonne soirée. À bientôt. Et surtout, continuez d'écrire parce que vraiment, c'est très, très bien. Bonne soirée à tous.